Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette entrevue de Tout le monde peut écrire. Ce soir, on reçoit le grand Martin Michaud. 6-2. Oui, Là, merci. qui littéralement est quelqu'un de grand. Je me dirais, tu as des préférences. Non, non, il est vraiment grand, c'est pas une joke. Bonjour Martin, bienvenue. Salut, Carl. Ça fait Comment plaisir ça d'être va? là. Bonjour tout le monde. C'est le fun que ça. Je suis content que tu sois là, enfin, finalement. Il y a eu, Oui, c'était un ouais, processus, ça, mais t'as été bien accommodant, donc merci de ça. ça fait plaisir. On était tous les deux, je pense, pas très Instagram au début. Fait qu'on Ouais, exact. est Bon. d'apprivoiser ça. Puis là, par le temps qu'on commence à apprivoiser ça, c'est déjà autre chose, hein, c'est rendu Threads, là, donc Ouais, c'est ça. On va commencer par Instagram. On va réussir ouais. quelque chose comme ça. Écoute, j'ai le goût de commencer avec. Je commence tout le temps de cette façon-là. J'ai le goût de commencer avec. J'ai le goût que tu me dises comment tu es venu en contact avec la littérature, Hmm. comment ce coup de foudre-là a commencé. Ouais, ben écoute, c'est drôle, hein, parce que tu parles de coup de foudre, mais c'est littéralement ça. Et Euh, moi, ça a commencé vraiment sous les couvertures, mais sous les couvertures de recueils de poésie, parce qu'au Cégep, j'ai eu un cours de poésie, troisième session, Jean-Guy Marceau, mon prof. Euh, Puis, ben, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont profs, je le répète tout le temps, c'est ça, quand tu es prof, tu as la possibilité de changer la trajectoire d'un de tes étudiants. Et on étudiait une chose pendant cette session-là, c'était le passage de la poésie classique à la poésie moderne. Je pense que pour la majorité des étudiants, c'était pas quelque chose d'intéressant, mais moi, pour une raison ou pour l'autre, je suis sorti de ce cours-là en me disant, hey, ça me donne le goût d'écrire. Et comme c'est un cours de poésie, ben là, je me suis essayé à écrire de la poésie parce que je me disais, hey, ça, c'est la job la plus cool au monde d'écrire. Puis, curieusement, ben, écoute, à l'époque, ma passion faisait pas trop l'unanimité. Euh, Ça me rajeunira pas, là, mais pour ceux qui se rappellent du climat de l'époque. Moi, j'ai grandi là, dans les années 80, 90. Là, je finissais mon cégep, je commençais l'université. Puis c'est ça, le cégep, on m'avait dit, ben écoute, tu sais, être écrivain ou vouloir écrire, c'est pas une carrière, hein. Donc, ça serait préférable que tu orientes tes flûtes vers d'autres choses. Puis aussi, à l'époque, ben, tu sais, je savais que mes parents, qui étaient pas nécessairement super riches à ce moment-là, avaient mis de l'argent de côté pour m'envoyer à l'université. Ça, c'était bien, bien important. Puis je me sentais un peu comment dire, obligé de faire un cours important, tu sais, qui me donnerait un métier solide après. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié en droit, mais disons, par passion, si ça avait été le choix que j'avais fait à ce moment-là, plutôt que de faire le choix de la raison, je serais pas probablement allé en littérature. C'était comme mon deuxième choix quand j'ai fait mes demandes à l'université. Puis, OK, je m'attendais à mais c'est parfait, génial. Ben, tu me demandais comment je suis C'est arrivé ça. On à est. l'écriture. Je vais quand même te laisser poser plus qu'une question, là. Tu sais, je veux pas te Beaucoup. accaparer la conversation pendant une heure, mais non, c'est ça. C'est essentiellement de la façon dont ça s'est passé. Puis il y a quelques années, j'ai été invité à donner une conférence au Cégep de Limoilou, donc où j'avais fait mon cours et j'avais dit, ben oui, à une condition, si Jean-Guy Marceau peut être là. Et là, c'est ça, c'était un prof qui était quand même assez âgé à ce moment-là. Et j'avais raconté ça, tu sais, que c'est lui qui m'avait vraiment donné cette étincelle qui a fait en sorte que j'ai voulu écrire. Puis lui, il trouvait ça bien drôle, tu sais. C'était comme, ah, yes, euh, content, tu sais, content
Mais tu sais, ça n'avait pas l'air de le shaker autrement. Là, tu sais, j'ai l'impression que je n'étais pas le premier de ces étudiants, peut-être, qui a écrit des romans ou qui a fait carrière. Là. Puis qu'est-ce qui t'a amené particulièrement vers le thriller slash policier, puis les enquêtes, puis ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours parlé ou c'est... Écoute, moi, j'ai toujours, d'autant que je me souvienne, eu une très, très grande curiosité. Donc, quand j'étais jeune, j'avais un oncle qui avait une épicerie. Et quand on allait au chalet de mes grands-parents la fin de semaine, mon oncle amenait des revues pour mes tantes, pour ma mère. Puis tu sais, à l'époque, c'était l'époque de Photopolis, Allopolis. Donc en théorie, tu sais, évidemment, j'avais pas le droit de lire ça, mais dans les faits, c'est là que j'ai commencé à comprendre la théorie tu sais, de disparaître aux toilettes pendant un certain temps avec de la lecture. Donc, en cachette, je faisais semblant que j'amenais quelque chose d'autre. Puis là, je me tapais là, les Allopolis, Photopolis. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité-là, en même temps que, curieusement, même si j'étais un grand, grand lecteur de romans policiers, mes premières tentatives, c'était pas d'écrire des romans policiers. Euh, pour toutes sortes de raisons, probablement parce que je suis entré dans l'écriture à travers, entre guillemets, la poésie. Ça a été ma porte d'entrée. Ben, au départ, j'ai voulu faire ça. Donc, et il y a un moment où je me disais, hey, ce que j'écris ressemble à des textes de chansons. Donc, je n'étais pas musicien à l'époque. J'ai commencé euh, à apprendre la musique à ce moment-là, à apprendre la guitare et j'ai commencé à jouer avec d'autres musiciens dans des bandes et pendant plusieurs années, en fait, pendant que justement j'étais avocat puis que je travaillais dans un métier très sérieux. euh, En fait, la musique, c'était mon exutoire, c'est ce qui permettait à mon côté créatif d'exister, même si si je le restreignais beaucoup ce côté-là, parce que nécessairement dans mon travail de grandes personnes, il fallait que je passe plusieurs heures là-dedans. Mais euh, mais c'est ça, dans le fond, le fait de faire de la musique avec mes textes, ça m'a nourri pendant plusieurs années. J'ai eu un band, on a joué dans des bars du plateau. Et ne retenez pas votre souffle, là, on était surtout connus de nos mères et de nos blondes. Mais c'est ça, on jouait notre matériel. C'était une belle époque. Puis il y a un moment où un band, c'est comme un couple, là, mais c'est un couple avec autant d'individus qu'il y a de gens dans le band. Donc, c'était difficile là, de continuer à concilier les horaires de tout le monde. Là, tu sais, tout le monde a commencé à avoir des enfants dans la même période. Fait que, il y a un moment où, c'est ça, vers 25, 26 ans, je me suis dit, tu sais, là, j'écris des textes de chansons, mais j'aimerais ça écrire un roman. Tu sais, pourquoi? Je sais pas. Tu sais, je me disais, ça serait tellement cool que dans ma vie, je puisse me dire, hey, j'ai écrit un roman. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un premier roman qui s'appelle Catapulte. Et j'ai écrit ce roman-là pendant 8 ans. Donc, pour me rendre compte à un certain moment, après l'avoir réécrit 654 fois, que c'était un mauvais roman. Donc, voilà mon entrée dans le monde de la littérature. Là. Ça a été à travers d'abord un choix, une décision consciente de dire, hey, moi, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'exprimer quelque chose. Et non seulement ça, mais j'ai aussi envie de m'attaquer à un genre qui, pour moi, au départ, était quelque chose d'inaccessible. Là, je me disais, écrire un roman, voyons donc. Euh, alors, c'est ça, j'ai écrit ce roman-là qui, à mes yeux, allait me permettre d'arriver dans le monde littéraire comme un météore. Je me disais, écoute, on va peut-être me désigner comme l'héritier d'Émile Nelligan. Mais c'est ça, ce roman a été refusé par toutes les maisons d'édition de l'univers. T'as testé combien? Parce que moi aussi, mon premier roman, je l'ai envoyé à 14 maisons d'édition, puis les 14 l'ont refusé. Mais Ouais. tu te rappelles-tu environ combien?
Ah, écoute, je me souviens pas du nombre, mais je me souviens que j'étais même optimiste au point où j'en avais envoyé quelques-uns en France. Donc, ouais, ouais, tu sais, moi, j'arrivais, puis je me disais, tu sais, ils vont voir que je suis un bon styliste. Puis, curieusement, c'est ça, je me suis rendu compte après deux tentatives infructueuses, là, deux premiers romans qui étaient plutôt littéraires, que moi, ma fibre puis ma vraie nature, c'est plus ce que les anglophones appellent un storyteller. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir révolutionner le monde littéraire québécois par mon style extraordinaire, passage à l'époque, euh, donc c'est à partir de ce moment-là que ce côté-là a commencé à émerger, le côté storyteller. J'avais donc déjà deux premiers romans qui avaient été refusés partout. Et c'était un peu dans ma tête comment dire, le moment où tu sais, on arrive à se dire, ben écoute, c'est probablement mon dernier essai parce que ça me demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que je vole en quelque sorte à ma famille, à mes enfants. Donc, pour moi, c'était un peu, là, tu sais, oui, on dit souvent jamais 203, mais moi, à ce moment-là, c'était un peu comme, c'est mon champ du cygne après, là. Si ça fonctionne pas. Puis, ben, comme je le racontais tantôt, j'étais déjà un grand lecteur de photos et Athléopolis, ça me fait une belle jambe. Mais après ça, je suis devenu un grand lecteur de polar et comme lecteur, j'ai toujours oscillé entre ce qu'on appelle la littérature et les romans policiers en pensant que dans ma tête, c'était toute la même chose, là. Et je me rappelle, m'a dit, bon, écoute, c'est ça que je vais essayer de faire. Je vais essayer d'écrire un roman policier. Euh, Puis c'est probablement pas quelque chose que je suis capable de faire parce que c'est beaucoup trop complexe. Je ne sais pas comment m'y prendre. Mais encore une fois, c'est parti d'un choix conscient. Peut-être aussi un peu d'inconscience ou un peu Ça en prend un de... petit peu quand même, je pense. Ouais, Ça prend ouais. cet espoir-là, naïf, de je Je vais me être suis, capable. Puis, ouais, ouais, je me ouais, souviens plus dans quel contexte, mais il y a une expression qui dit en substance, ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, tu sais. exactement. Donc, c'est ça aussi la beauté du processus de d'écriture. Puis en fait, comment on devient écrivain? Ben c'est ça, on ne devient pas écrivain du jour au lendemain. En tout cas, il y a certainement des gens pour qui, oui, ça se fait du jour au lendemain, ils écrivent un premier truc et paf, ça connaît beaucoup de succès. Mais moi, c'est ça, je parlais du roman que j'ai écrit sur 8 ans. C'est 8 ans-là, j'ai appris à écrire. J'ai pas appris à écrire un bon roman nécessairement, mais j'ai quand même appris à écrire. Mhm. Et donc, ça a mis en perspective pour moi quand j'ai commencé mon troisième roman. Donc, je me disais, bon, tu sais, c'est ça, il faut que j'essaie de miser sur les forces que j'ai développées. Puis, il s'avère que c'est ça, ce roman-là, c'est Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, qui est devenu mon premier roman publié. Et ben, c'est ça, dans le fond, tu connais un peu, ou vous connaissez peut-être un peu le reste de l'histoire. Du rêve de Hey, j'aimerais donc ça dans ma vie, publier un roman, ça serait un accomplissement. Euh, Déjà, quand j'ai rencontré la maison d'édition qui a publié ce roman-là, mon éditrice de l'époque me dit ben c'est une série, donc tu dois être vraiment super avancé dans le deuxième. Évidemment, moi, je voulais publier un roman. J'en avais déjà écrit deux rejetés avant ça, donc évidemment que j'avais rien commencé. Euh, oui, je me disais ça pourrait faire une série, mais dans ma tête, c'était quelque chose de complètement farfelu là, de penser que j'allais commencer à écrire une série de romans policiers, mais c'est ça qui est arrivé. Ben ouais. Et c'est arrivé à un point où c'est devenu mon métier, donc ouais, c'est un peu
c'est un peu, dans le fond, un processus qui a culminé sur 20 ans, dans le fond, à partir du moment où, à 25, 26 ans, je me suis dit, ah, je vais commencer à écrire un roman. Ben, j'ai été publié, je pense que j'avais 39 ans, donc je suis peut-être pas bon en calcul, là, c'est peut-être moins de 20, là, mais c'est pas loin de, là. C'est correct, on n'est pas là pour faire des calculs. Là, tu as pris la curiosité de quelqu'un dans la gang parce qu'on a une technicienne juridique. Ouais. Ah ouais? Tu étais dans quel domaine comme avocat? Et est-ce que ça a influencé ton écriture? Écoute, moi, j'ai fait un bac en droit, puis ensuite, j'ai fait une maîtrise, avant de faire mon barreau, j'ai fait une maîtrise en droit des technologies de l'information. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, là. Le programme qui existe maintenant a été créé l'année d'après. Euh, Après ça, j'ai travaillé 1 an là, comme chercheur au centre de recherche en droit public. Donc, tu vois, c'était vraiment pas mon cursus. Celui qu'on imagine pour un avocat qui écrit un ancien avocat qui écrit des romans policiers. Tu sais. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans une salle de cours de ma vie, sauf pendant mon stage là, pour plaider deux, trois petites requêtes insignifiantes, là. Euh, et d'ailleurs, je touche du bois. J'espère ne pas avoir à me présenter au tribunal pour quoi que ce soit. Mais non, c'est ça. J'étais pas dans le fond, dans le genre de droit qui fait en sorte que j'aurais eu une lecture particulière, soit du milieu policier, soit des milieux criminels. Euh, j'ai fait mes cours, évidemment, au bac, là, il y a quelques cours de droit criminel et de droit pénal que tu peux prendre. Donc, j'ai fait ça parce que c'était vraiment intéressant. Euh, mais c'est ça, ma trajectoire n'a pas fait en sorte que je sois amené à travailler dans ce sillon-là. Mhm. Donc, c'est vraiment mes photopolices, dans le fond, qui sont à l'origine de tout. Ouais. Mais une autre fois, on parlera de ça, mais à l'Opolis, surtout dans les années 80, il y avait quand même une forme de rigueur journalistique dans le sens où il allait vraiment vers les gens puis il parlait vraiment aux gens, contrairement à d'autres journalistes qui faisaient comme des trucs d'emblée, mais c'est ça. Ouais. Une autre fois. Ouais, non, puis il y a quelqu'un, j'ai lu ça récemment, qui a fait un livre ou qui valorise ou qui a racheté les archives. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec ça. Puis oui, c'est genre, tu sais, je le dis à la blague, mais je suis certain que si ça existait encore, là, tu sais, c'était un plaisir coupable. Là, tu sais, tu dis pas que tu lis le Photopolis, mais tu le caches en dessous de ton devoir. Là, tu sais. Là, t'as l'air respectable. Hey, là, on est rendu. Moi, j'ai le goût. Tout le monde peut écrire, puis les entrevues qu'on fait, c'est vraiment pour faire différent aussi, c'est vraiment pour les auteurs qu'on les fait, ces entrevues-là. C'est-à-dire que, ben, entre auteurs, on peut partager des Ouais. connaissances, des méthodes, des approches. Dans le policier, dans le thriller, comme dans la fantasy puis la science-fiction, la présentation des informations est vraiment importante. Fait que Mhm. autant comme, mettons, dans le cas du thriller, de bon, ben, qu'est-ce que les enquêteurs, les détectives découvrent, puis aussi comme auteur, comme narrateur, qu'est-ce que tu laisses glisser d'informations par rapport au réel tueur, par rapport aux réels indices que toi Ouais. tu places, puis que les détectives voient peut-être pas tout de suite, puis tout ça. Fait que c'est quoi ta méthode, ton approche de ça quand tu écris? Est-ce que tu. Ben, vas-y, je vais pas te proposer rien. Comment tu approches ça quand tu distribues les informations dans ton texte? Écoute, moi, j'ai toujours la même façon de procéder. Je te dirais pas que je procédais nécessairement exactement comme ça là, dans mon premier ou dans mon deuxième roman, là, mais en gros, ça ressemble à ceci. J'ai une phase d'idéation, j'ai une phase de scénarisation, puis j'ai une phase d'écriture. Pour moi, c'est mes 3 phases. Puis, Détaille-nous les trois phases, s'il vous plaît. ouais, je vais te détailler ça, mais à l'issue de ces 3 phases-là, j'arrive à une version bêta du roman. J'ai pas essayé d'écrire parfaitement chaque phrase. Tu sais, je déroule l'histoire et
Et à la fin de ça, là, je fais une grosse réécriture de cette version bêta-là qui devient comme une première version que je peux envoyer à mon éditrice. Donc, la première phase, la phase d'idéation, c'est pas nécessairement quelque chose qui est, entre guillemets, qui se passe d'un moment précis à un autre moment précis. Là. Tu sais, je m'assois pas un mardi matin pour me dire, bon, hey, là, j'ai la prochaine semaine pour penser à mon prochain roman. Souvent, c'est un processus qui se fait sur le long terme, pendant que tu es en train d'écrire un autre roman, ou pendant que tu es en train de faire ta job X, Y, Z. Et je note plein de détails dans un fichier. Chaque jour, je commence ma journée un peu de la même façon en faisant une revue de presse, donc de ce qui se passe dans l'actualité internationale, évidemment de l'actualité provinciale ou nationale, et aussi jusque dans les faits divers, parce que dans les faits divers, on a tendance à lever le nez là-dessus, mais c'est ça, c'est souvent des trucs qui concernent la vie des gens. Et donc, si tu veux écrire quelque chose qui ressemble à la vie des gens, ben, il faut que tu essaies de l'avoir, cette perspective-là. Donc, je commence ma journée comme ça et j'écris, puis à un moment donné, je vais écrire un truc, mais je vais avoir une idée pour mon prochain projet. Et donc, je vais ouvrir mon fichier, je vais noter, puis il y a un moment où quand tu accumules assez d'informations dans ce fichier-là, il y a des liens qui se font, donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des liens qui se font dans ma tête entre les différents éléments que j'ai amalgamés qui peuvent être très disparates, disons ça. Et il y a une logique qui commence à émerger. Puis quand j'ai l'impression que j'ai ce début d'histoire, parce qu'il y a un moment où, bon, moi, je commence à voir des personnages, je commence à voir des scènes, donc je commence à noter tout ça. Puis, il y a un moment où, là, j'ai comme un genre de certitude qui s'installe que, OK, ça va parler à peu près de ça, puis ça va se... Donc, c'est là où je commence ma phase de scénarisation. La phase de scénarisation, en fait, c'est que je mets à plat tout ce que je connais de l'histoire, même s'il y a des trous. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de me créer un document où je m'ouvre une trentaine de chapitres et dans chacun de ces chapitres-là, j'essaie d'aller placer dans le bon ordre ce que je connais de l'histoire. Il y a certaines scènes que j'ai imaginées, je ne sais pas encore où ça va se placer, mais j'essaie de me faire une espèce de chronologie qui tient à peu près. Après ça, je regarde ça, puis je me dis, OK, à partir de ce que je connais déjà, qu'est-ce que je peux inférer, qu'est-ce que je peux créer qui va nous permettre de dévoiler l'histoire, puis de comprendre ces personnages, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, c'est quoi leur quête, où est-ce qu'ils vont, pourquoi. Et ça, ben, évidemment, ça crée dans ma tête toutes sortes d'autres scènes. Et ça se produit pas toujours de façon ordonnée, c'est-à-dire que tu n'as pas toujours une idée d'une scène qui va s'imbriquer chronologiquement à l'endroit où tu es rendu. Donc, après ça, ben, l'exercice, c'est d'essayer de replacer tout ce casse-tête-là dans le bon ordre. Puis à un moment donné, ben, il manque des morceaux, mais là, ces morceaux-là, tu es capable, justement, parce que tu fais ça dans la vie, tu écris des scènes avec des personnages, ben, tu es capable par ta technique de dire, OK, il va se passer ça ou à peu près ça. Donc, dans le fond, dans mon document, j'ai une petite description. Là, mettons, dans mon chapitre 1, j'ai un petit 2-3 lignes qui expliquent c'est quoi l'action. Puis souvent, je vais avoir écrit peut-être une couple de paragraphes sur une scène qui se passe dans cette temporalité de chapitre-là. Puis je vais la mettre là, puis ça va devenir un peu un bloc qui va m'inspirer ou que je vais utiliser pour bâtir ce chapitre-là.
Donc, au niveau du timeline, l'idéation, je dirais que ça se passe sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça arrive parfois. Ça m'est arrivé justement pour mon dernier Victor Lessard. Je n'étais pas en train d'écrire un Victor Lessard jusqu'au mois de février. Puis au mois de février, on a pris la décision de publier plutôt un Victor Lessard que le roman que j'étais en train d'écrire parce que on s'est rendu compte que hey, c'est les 15 ans de Victor Lessard cette année. Il faut souligner ça. Donc là, c'est ça, mon idéation a été rétrécie beaucoup, mais j'avais déjà quand même plusieurs notes sur ce que j'avais envie de raconter dans le prochain Victor Lessard. Donc, je partais pas de zéro, mais cette phase d'idéation a été plus de l'ordre de quelques jours, une dizaine de jours, puis après ça, je suis tombé tout de suite dans la phase de scénarisation parce que je sais exactement combien de temps ça prend à écrire un roman. En tout cas, les romans que j'écris, donc je savais que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Mais donc, idéation, quelques semaines, quelques mois, scénarisation, c'est assez rapide là, avec l'expérience, mais ça peut encore aussi là, prendre peut-être dizaines de jours. Puis après ça, je tombe dans ma phase d'écriture. Puis ce que je fais à ce moment-là, vraiment, c'est que je déroule l'histoire avec les bouts de scène que j'ai déjà imaginés, avec l'information que je connais déjà sur l'histoire. Puis j'essaie toujours de prendre ça de la perspective des personnages. Il faut toujours que ça soit ancré dans leur logique à eux. Donc, à partir du moment où tu es en mesure de créer une logique, puis de créer aussi une fonction à ces personnages-là, parce que les personnages n'ont pas tous la même fonction, puis tu veux pas non plus que tes personnages aient tous la même fonction dans l'histoire. Donc, avant aussi là, de commencer à écrire, souvent, je vais avoir une genre de petite bible des personnages, là, c'est-à-dire mes personnages principaux, je vais avoir noté un peu, justement, je vais avoir réfléchi à ça. Lui, il amène quoi à l'histoire? C'est quoi sa contribution? Puis c'est là où je suis en mesure d'identifier si j'ai ce qu'il me faut ou si il y a du contre-emploi. Tu sais. Puis après ça, ben c'est ça. Tu sais, pour moi, la phase d'écriture, c'est une phase d'exécution. C'est-à-dire que l'histoire, je la connais déjà, je l'ai déjà scénarisée. Puis pour moi, cette première version-là, ce que j'appelle la version bêta, là où je me force pas à essayer de bien écrire, mais j'essaie de dérouler l'histoire, c'est ce que j'aime le moins de tout ce que je vous ai décrit à venir jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est de l'exécution. J'ai plus de plaisir à nécessairement ben, c'est pas vrai. Genre, je découvre en cours de route des choses que je n'avais pas anticipées, mais j'ai moins de fun que d'être dans la création pure puis de me dire, OK, ça va raconter quoi cette histoire-là? Ça, c'est le bout que je préfère et la réécriture. C'est-à-dire, quand tu as une première version, après ça, que là, tu peux travailler, réécrire, peaufiner. Mais en gros, pour moi, écrire un roman, si j'essaie de le marquer dans le temps, tu sais, mettons, je suis confortable, je commence en janvier, puis je rends ma première version là, à mon éditrice, donc la version que j'ai réécrite, mettons, 1er mai. C'est ça, je suis good. L'année passée, j'ai fait 1er février, 1er mai, là, ça c'était tight, là, mais ça se fait. Faut être motivé. Mais je ne suis pas non plus, tu sais, il y a des gens qui écrivent là, des 7-8 000 mots par jour. Là. Moi, tu sais, quand j'écris des journées, c'est 1000, des journées, c'est 2-3 000, je suis bien content. Là. Tu sais, faut pas non plus... Puis j'ai arrêté de justement, plutôt dans mon parcours, je comptais beaucoup les mots. Tu sais, j'ai écrit combien de mots aujourd'hui, puis je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y a un piège là-dedans parce que tu passes trop de temps à essayer de peaufiner puis à essayer de donner du corps à quelque chose qui n'est pas encore suffisamment solide dans l'ensemble pour t'attarder à ça à ce moment-là. Fait que là, je suis plus rendu comme un gars de construction qui se dit, bon, on va monter des murs à matin, là, tu sais, puis je n'essaie pas de placer des toiles sur le mur après, là, tu sais, il est pas peinturé, on n'a pas tiré les joints, mais, tu sais, il y a un mur. Le rough est fait.
Le rough est fait, la structure existe. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je prends quand même un certain temps à... euh, en fait, je réfléchis un certain temps à la structure, la meilleure structure pour raconter l'histoire que j'ai à raconter. Donc, ça va être une structure où je vais avoir des flashbacks pour aller dans le passé ou je vais le faire d'une autre façon. J'ai-tu un flash forward comme première scène où je commence avec Victor Lessard qui mange de la gomme dans son char. C'est tout ça. Ça, c'est tout. J'essaie de mettre ça au point au moment où je scénarise. Quand Ok, je commence à écrire, c'est déjà en place. Ouais. Puis là, c'est sûr que là, on parlait de ta routine d'écriture de maintenant, mais quand tu travaillais temps plein-ish avec la famille, puis tout ça, ça ressemblait à quoi les moments que tu prenais pour écrire dans ta semaine, mettons? Ah, écoute, ça ressemblait à quand tout le monde est couché, là, puis que ta blonde dort, puis tu sais, t'es content de t'installer avant 11 heures le soir. OK. Puis tu travailles jusqu'à 3-4 heures du matin, puis tu as promis à ta blonde que le lendemain, c'est toi qui allais se lever pour les kids. Là, tu sais. Fait que c'est ce genre de période d'écriture-là. Là. OK. Quand tu fais évidemment pas juste ça dans la vie, euh, là, j'ai cette grande chance-là, puis ce grand privilège-là de ne faire que ça. Donc, pour moi, c'est vraiment, tu sais, honnêtement, si c'était possible dans la vie, là, si j'étais indépendant de fortune, je travaillerais pas. Tu sais, ça me tenterait pas. Il y a tellement d'autres choses qui m'intéressent dans la vie que j'ai envie de faire, puis au quotidien. Euh, tu sais, moi, les journées passent toujours trop vite, là. Donc, mais puisque j'ai besoin de gagner ma vie et de travailler, je dirais que je pourrais difficilement imaginer quelque chose qui me rendrait plus heureux que toute la liberté que j'ai de pouvoir écrire des romans, écrire des séries pour la télé. Moi, le plaisir que j'ai, c'est vraiment, comme je le disais, de créer l'histoire. Mhm. Je vois tout dans ma tête, tous les détails, tous les personnages, toutes les scènes. Donc, ouais, c'est vraiment un, un- une trajectoire qui est surprenante pour un gars qui ne voulait écrire qu'un roman. C'est devenu mon occupation à temps plein maintenant. Puis là, je reviens sur la présentation d'informations, parce qu'on a contourné finalement notre affaire. Ouais, ben, J'ai remarqué, tu sais, en lisant une des enquêtes de Victor Lessard, ouais. tu sais, j'ai remarqué parce qu'une des affaires qui faisait que je lisais pas beaucoup de policiers, mettons, c'était toute la partie, ben c'est ça, comme plugger, là, OK, bon, ben là, voici, fait que là, lui, on y a parlé, puis là, il a dit telle affaire, puis là, OK, puis là, le dossier, ça ressemble à quoi? Puis là, bon, ben le dossier, ça ressemble à ça, puis là, ils sont comme tout le temps assis dans le poste de police à plugger les Ouais. informations, puis tout ça. Puis, ben toi, j'ai vu que tu variais tes, je sais pas, comment Elisabeth Georges, elle appelle ça des camacs, en tout cas des, des, des scènes où les personnages sont en train de faire quelque chose. Mhm. Permet de dire en même temps comme c'est quoi les informations qu'il faut qu'on plug au lecteur, mais on met ça dans une scène qui peut représenter quelque chose d'autre de la vie de ces personnages-là pour nous permettre de les approfondir en même temps. Ouais, ben Euh, écoute, le meilleur exemple de ce dont tu parles, rappelle-toi Pulp Fiction. Tu as John Travolta qui est dans son char avec son complice, Samuel Jackson. C'est des tueurs je me souviens plus, là, des tueurs de la mafia, ou en tout cas, ils travaillent dans ce domaine-là. Puis, tu sais, à un moment donné, t'as Travolta qui est en train de glisser son silencieux, puis l'autre qui dit quelque chose comme Hey, toi, tu es ça encore avec ta blonde, tu sais, ça va comment, vous autres? Fait que, tu sais, t'as pas besoin d'être nécessairement en train de faire toujours des scènes où il y a de l'action
où il y a des révélations, où il y a des interrogatoires, où, tu sais, puis ce que tu décris comme étant, tu appelles ça exposer l'information, tu sais, le vrai mot que tu utilises en télé, dans le fond, tu veux dramatiser l'information. Dans le fond, comment tu es capable de faire de la dramatisation? Et, ben, je sais pas, c'est dur à expliquer, tu sais, j'aimerais ça être capable de dire, ah oui, tu fais les choses de cette façon-là ou de telle autre façon, tu sais. Je pense que chacun trouve sa façon de le faire, mais c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand tu veux que deux personnages en arrivent à un échange, mais tu sais, il faut que tu soignes ta façon d'arriver dans cet échange-là, mais il faut que tu soignes aussi ce qui se passe pendant cet échange-là. Tu sais, tu peux pas nécessairement juste faire en sorte que là, OK, les deux personnages marchent, là, chacun de leur côté, pouf, ils trouvent le bon pack, puis là, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Tu sais, tu peux le faire, mais je pense que ce que tu veux faire, c'est aussi de t'assurer que dans le cadre de cette conversation-là, on revient au personnage, puis on comprend comment ils se sentent ou comment ils bougent, qu'est-ce qui les tracasse, comment ça se perçoit sur leur réaction, etc. Tu sais, donc, cette narration-là que tu vas venir intercaler dans tes dialogues, ben, justement, il faut que ce soit une narration puis ça, c'est ma technique, hein. C'est ce Je que je dis, veux. il faut que, là, c'est pas C'est faites correct. ça, c'est plus moi quand je le fais, je m'assure que je place des comportements que j'observe ben, dans la vie de tous les jours. Donc, si tu veux créer des personnages de papier qui ont l'air le plus humain possible, ben, il faut que tu sois un observateur de ces expressions-là, ces façons de bouger. Et oui, il y a un moment où tu dois effectivement relâcher de l'information sur l'intrigue. Tu dois décider, bon, qu'est-ce qui va avant quoi, mais ça, ce casse-tête-là, moi, je l'ai fait au moment de la scénarisation. J'ai déjà créé des scènes qui font en sorte que OK, dans le fond, je suis en train de parler de telle affaire ou de tel personnage à la fin de ce chapitre-là. Pouf, je recommence mon prochain chapitre, je suis avec ce personnage-là. Ou, tu essaies aussi de faire ces liens subliminaux-là entre chaque chapitre pour que chaque chapitre en appelle un autre, mais que ce soit organique. Donc, c'est ça, c'est de la construction. Puis après ça, ben, tu peux essayer aussi, tu peux essayer en te disant, hey, ce chapitre-là, ça ferait quoi si je le mettais avant lui? Puis c'est sûr qu'il y a un moment où tu peux le faire, mais tu peux pas le faire trop souvent avec le même chapitre parce que il y a un moment donné où tu connais trop le texte et là, tu n'as pas la bonne impression. Mais ouais, l'information, faut la dramatiser. Donc, faut s'arranger justement pour pas que le lecteur se dise, ah, là, il est en train de me donner de l'information. Tu sais, si tu fais parler un personnage, puis ce personnage-là, pendant qu'il se plaint, qu'il a mal aux oreilles, il te donne une information, ben, hey, tu sais, cette information-là est dramatisée. Puis, dans le fond, c'est ta capacité à créer cette mise en scène-là et que cette mise en scène-là soit pas répétitive qui fait en sorte que tu as ce sentiment-là que, hey, OK, je suis pas toujours dans le même espace clos avec les mêmes... Puis, écoute, la télé, c'est un exercice complètement différent. C'est ça qu'on te demande quasiment en priorité de faire des huis clos puis que tout se déroule au même endroit parce qu'on n'a pas d'argent pour faire autre chose. Mais hey, en roman, on peut faire ce qu'on a envie, là. Tu peux faire une scène avec 300 personnages si ça te tente. Tu peux faire exploser des avions. T'as pas de budget, là. Donc, let's go. C'est une belle façon de conclure ta réponse. Exploser des avions, pas de problème. C'est vrai, c'est OK de l'écriture. Tout à fait.
On arrive à. Fait que s'il y a des questions qui commencent à venir dans vos têtes, les amis, commencez à penser à ça, parce on est déjà dans le dernier droit. Il nous reste même pas 20 minutes à jaser avec Martin. On va essayer d'être tous, là pour dire des questions, s'il y a quelque chose. Où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, fait que l'autre chose que j'aime beaucoup dans tes livres, c'est tes dialogues. Puis là, je me demandais, est-ce que quand tu es à l'étape de ta scénarisation, est-ce que tu te dis déjà comme en résumé, ils vont se dire telle affaire? Ou ben, tu sais, probablement que déjà, tu as aussi des fois des bouts de dialogue parce qu'ils te sont venus. Mais au moment de réécrire, est-ce que les dialogues, c'est dans les dernières affaires que tu retouches ou c'est quelque chose qui va. Ouais. C'est comme la cerise sur le Sunday, les dialogues, tu sais, c'est quelque chose qui reste, qui bouge jusqu'à la dernière version, alors que la narration, à un moment donné, c'est ça, c'est fixé, tu sais que mais un dialogue, des fois, juste d'inverser deux phrases, ça peut tout changer. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est pas facile d'écrire du dialogue. Et T'as-tu un truc là pour nous là sur les dialogues? écoute, essayez d'abord de l'écrire de la bonne façon, le dialogue, pour qu'ils disent en fait que, entre guillemets, ce qu'on appelait l'information tantôt, pour que la dramatisation fasse son œuvre. Puis ensuite, tu regardes ce que tu peux enlever, ce que tu peux tronquer, ce que tu peux modifier, puis tu essaies de te reporter à la façon dont tu as créé ce personnage-là. Et moi, je vais te donner un exemple concret dans le cas de Victor Lessard. Évidemment, Victor Lessard et Jacinthe Taillon ne parlent pas de la même façon. Puis c'est sûr que moi, quand j'ai à dialoguer Jacinthe, il y a déjà des expressions que j'ai notées dans mon année. Là. Moi, je passe une soirée avec ma mère, là, puis j'ai déjà des répliques de Jacinthe. Là. Donc, Fait qu'on va puiser dans le réel, c'est ça qu'on comprend. c'est ça qu'il faut, je pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un... Puis pour moi, la plus grande qualité d'un écrivain, c'est la curiosité. Il faut que tu sois curieux, il faut que tu sois curieux de plein de choses, mais d'abord et avant tout, que tu sois curieux de l'humain, de ses petits travers. Faut aussi aimer ses personnages, même ceux qui sont pas aimables. Il faut essayer de faire en sorte justement que tu aies envie de pas les aimer, mais en même temps qu'il y a certaines choses dans ces personnages-là dans lesquelles tu peux te reconnaître. Donc, c'est ça qui est malaisant, qui fait en sorte que t'es pas juste dans une histoire où, un peu à la Agatha Christie, là, il y a quelqu'un qui sort à la dernière heure de nulle part, dont tu n'as pas entendu parler dans le roman, qui te résout l'affaire. Je pense que dans le thriller, dans le roman policier maintenant, le roman policier contemporain, on est rendu ailleurs, on est rendu justement donc plus dans ces questions de complexité de l'âme humaine. Et ouais, il faut trouver ça fascinant, puis il faut, comme je le disais, il faut puiser dans le réel, pas nécessairement pour prendre des faits divers puis les écrire comme ils se sont produits, mais souvent les faits divers te permettent de comprendre, ou en tout cas du moins de te poser des questions, puis d'avoir de développer des thèmes qui te rejoignent et des choses qui te heurtent, sur lesquelles tu as envie de braquer le projecteur. On a une question de Lise qui est entrée, qui veut savoir, quand tu es probablement à l'étape de l'idéation, de la scénarisation, qu'est-ce qui devient le plus souvent en premier? C'est plus l'action ou le dialogue, comme dans les... C'est tout. Puis Tout en même. c'est tout en même temps. Puis c'est ça, des fois, je peux avoir une idée pour une scène, puis une idée de dialogue pour une autre scène. Donc, tu sais, je peux me mettre à écrire un bout de la scène, puis de ce qui se
produit dans cette scène-là. Puis ensuite, plus tard dans ma journée, je vais avoir des idées de dialogue. Puis ça ne sera pas nécessairement pour la scène que je viens entre guillemets, de coucher sur papier. Donc, c'est très chaotique dans ma tête, là. J'aimerais ça que l'information arrive déjà toute prête, toute emballée. Mais ça fonctionne pas comme ça, en tout cas pas dans mon cas. Non, c'est ça. Mais c'est correct. C'est une bonne chose. C'est justement ça qui fait que ce qu'on écrit est unique, puis que Ouais. des gens vont apprécier, puis d'autres personnes vont passer, parce qu'on a notre façon à nous de réunir nos idées. Oui, exactement. Puis dans mon cas, c'est quelque chose qui ressemble un peu à dompter le chaos. C'est une belle façon de le faire. Les étangs-feu, elle a une autre question, puis il n'y a personne d'autre qui a mis des questions, fait que ça ne me dérange pas. Moi, je garde la mienne encore. Est-ce qu'il t'arrive, après avoir écrit plusieurs chapitres, comme, mettons, passer l'étape de scénarisation, tu es dans le déboulement, tu es en train de faire ton affaire, puis là, tu fais comme, oups, ce personnage-là, il faudrait que déjà, depuis le début de l'histoire, je l'ai intégré. Ouais. Ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais ensemble? Ça m'arrive pas très souvent parce que justement, j'ai déjà réfléchi antérieurement à l'intrigue, au personnage que j'avais besoin, etc. Mais il y a aussi ce que j'appelle dans mon jargon, j'allais dire dans le jargon du métier, mais c'est pas le jargon du métier, c'est mon jargon, les beaux accidents. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui se révèle... Bob Ross, ça, les beaux. Comment? C'est le jargon de Bob Ross, les beaux Bob accidents. Ross, oui. Il y a des personnages, des fois, dont tu ne perçois pas tout le potentiel. Et effectivement, c'est à ce moment-là que il y a des situations où tu réalises que, ouais, ce serait peut-être plus payant de le présenter d'une autre façon ou de l'amener d'une autre manière ou de l'amener plus tôt ou whatever. Mais en cas de beaux accidents, moi, j'ai toujours la même méthode, c'est-à-dire que pour moi, le plan, puis ce que j'ai scénarisé, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose que je regarde en me disant, voilà la vérité, je retouche plus à ça. Qu'est-ce que je suis bon? C'est pas ça du tout. C'est plus, hey, voici ce qui pourrait se passer, un enchaînement logique, mais évidemment que dès que j'ai une meilleure idée en cours de route, je l'intègre dans le plan, puis je l'exécute et je reviens au plan après. Mais si cette idée-là que j'intègre fait en sorte que je vais être obligé de réécrire 3 chapitres, ben, je vais le faire parce que je sais que ça fait partie du processus et je sais que quand tu as des meilleures idées, ben, ça va toujours faire en sorte que ça va être un meilleur résultat au final. Et c'est toujours ça que j'ai en tête, c'est essayer justement de rendre le plus service au projet, le plus service à ce que je suis en train d'écrire. Donc, aller au meilleur de mes capacités à moi, pas d'essayer de me comparer à d'autres. C'est toi avec les moyens que tu as, puis qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça. Mm-hmm. Puis faire ces choix-là au service de l'histoire. Au service de l'intrigue tout le temps, parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais roman? Parfois, la ligne est très, très, très mince. Et je pense que si tu gardes toujours en tête que le lecteur a envie, comme toi, quand tu lis, de te faire raconter une bonne histoire, ben, je pense que ça fait en sorte que tes choix sont orientés dans la bonne direction. Puis quand je dis être au service du projet, ben, est-ce que je suis en train de raconter la meilleure version possible de ce que je suis en train de raconter? Puis de ne pas avoir peur justement de se remettre en question puis de se dire, hey, ben, sais-tu quoi, je me suis trompé dans mon plan. Je me suis trompé, puis ça va me coûter 3 jours de réécriture ou 3 nuits de réécriture ou whatever, mais moi, en tout cas, à chaque fois que ça m'est arrivé, puis ça m'arrive dans chaque projet, je m'arrange avec ça, puis je suis très content d'avoir à retravailler.
c'est comme je disais tantôt, si les idées arrivaient toujours dans le bon ordre, ça serait un peu plate parce que dans le fond, tout ce qui est le plaisir de raconter puis de bâtir une histoire serait perdu. Euh, donc oui, c'est ça, c'est normal que ça arrive de façon un peu chaotique. Puis il faut pas avoir peur de remettre de l'ordre, justement, en se disant, hey, OK, ça c'est une meilleure idée. Pouf, j'intègre ça, puis après ça, c'est quoi les réparations là, qu'il faut que j'aille faire autour pour que tout fonctionne. Ouais, ouais. Écoute, on a 2 questions qui sont rentrées pendant la réponse. Let's go! Fait que, en 2 minutes, dis-moi, comment ta série, question d'Ariane, comment ta série de livres est devenue une série de télé? Est-ce que ça fait bizarre de voir tes personnages en vrai? Oui, je vais commencer par répondre à la deuxième question. C'est sûr que de voir ce qu'on écrit porté à l'écran, c'est quelque chose de vraiment particulier. Puis c'est pas quelque chose d'anodin non plus parce que tes personnages, c'est des êtres que, ben évidemment, que tu comprends être des êtres de fiction, mais quand tu travailles une série longtemps comme celle de Victor Lessard, ben tu te fais une image très, très précise de ces personnages-là dans ta tête. Donc, quand elles sont incarnées à l'écran, outre l'émotion que ça suscite et tout ça, comme professionnel de l'écriture, si j'ose dire ça, il faut quand même que tu essaies de créer une espèce de muraille dans ta tête entre ce qui est incarné à l'écran, puis que tu essaies de raviver c'était quoi ces personnages-là quand tu avais juste ton imaginaire qui était sollicité. Donc, j'essaie de revenir au Victor puis à la Jacinthe des romans, en même temps que il y a des petites choses que j'ai attrapées de Julie et de Patrice dans leur interprétation qui rendent les personnages meilleurs. Et donc, je me gêne pas, je me suis pas gêné pour intégrer ça. Euh, mais sinon, effectivement, j'étais à un moment donné chez moi un soir et mon téléphone sonne, puis sur mon afficheur, c'est écrit Charles Lafortune. Puis là, tu sais, bon, je vous ai raconté que j'ai joué dans un band longtemps. Mon premier réflexe, c'était de me dire, écoute, peut-être qu'il va m'inviter à la voix. Mais comme notre succès était très confidentiel, j'ai décroché le téléphone en me disant, qu'est-ce que Charles Lafortune me veut? Et il m'appelait en fait pour me dire, écoute, ça a été, je pense, ses premiers mots, ou en tout cas, dans ses premiers mots, tu me fais chier, ma femme est en maudit à cause de toi, je suis au Mexique, je suis en train de lire, je me souviens, pas capable de m'arrêter, il faut qu'on fasse une série télé avec ça. On s'en reparle. Bye. Fait que c'est ça, ça a commencé comme ça, au moment où Charles était peut-être seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Vous connaissez le reste. Son rêve était trop beau. Ouais, exact. Son rêve était trop beau. Je ne sais pas si on va se rendre aux dernières questions, mais on a il y a un chien en arrière. Oui, ben oui, regarde, ça c'est ma partner d'écriture. Et là, elle commence à trouver la journée longue, là. Tu sais, elle me dit, hey, Dad, là, rendu 8h30, là, peux-tu sortir du bureau, là? Mais non, elle est dépendante affective à côté, donc c'est impossible que je sois dans une pièce de la maison puis qu'elle soit ailleurs. Donc, en sorte que, comme ce soir, j'ai pris l'appel juste après avoir terminé ma journée. Fait qu'on n'est pas descendu en bas encore. Alors, elle commence à trouver que j'abuse. Alors, continue avec ta question, excuse-moi. Ah, c'est correct. Ben, forcément, il y a des lieux réalistes dans tes histoires. Puis la question de Marilyn, c'est est-ce que tu as un souci de réalisme absolu par rapport à ces lieux-là ou tu te laisses une marge de manœuvre quand ça pourrait nuire à l'histoire puis que tu veux comme. Non, j'ai pas un souci de réalisme absolu parce que ça, c'est plate, ça donne des romans avec des briques de description. Et c'est ça, c'est la meilleure façon de perdre le lecteur et de perdre ton lecteur. Mais j'aime ça quand même. Je me vois un peu comme un impressionniste. J'aime ça quand même que tu
c'était le sentiment que, hey, OK, ouais, je me sens là. Les quelques phrases qui sont là pour présenter ce bâtiment-là ou ce personnage-là font en sorte que cette image-là, je la crée dans la tête du lecteur. Mhm. Donc, j'ai oublié, j'avais une autre idée. Repose-moi la question 2 secondes. Là, il y a au début de ta question. Comment? Je dis, tu visites des vrais lieux dans tes livres. Oui, c'est ça. Puis, merci, c'est vrai lieu. Puis, ce que j'allais ajouter, c'est ça, c'est que comme romancier, tu n'as jamais l'obligation de véracité ou de vérité. C'est toujours une obligation de plausibilité. Ce que je te présente, ça a-tu comme l'air de marcher? Fait que moi, il y a des moments où ce que je disais tantôt, que tout doit être au service de l'intrigue à mes yeux. Donc, il y a des moments dans des romans où j'ai modifié Montréal pour ajouter des bâtiments qui n'existent pas. Il y a un moment où j'ai écrit sur un bureau d'avocat qui ressemblait beaucoup trop à mon ancien bureau d'avocat. Fait que pour pas qu'il y ait de grincement dedans, j'ai créé des étages à la tour de la bourse, à la tour de la bourse qui n'existe pas. Puis, écoute, moi, je pense qu'il faut pas se gêner dans la mesure où tout ça est au service de l'intrigue et non pas au service de ta paresse parce que tu n'as pas le goût de décrire certains lieux ou tu n'as pas le goût de... Tu sais, il y a un moment où si ton histoire est solide et si ton histoire nécessite que tu fasses des aménagements dans le panorama urbain, pourquoi pas? Mais en étant entendu, évidemment, que tout le reste demeure plausible. Ouais. Écoute, c'est Puis génial. souvent, je l'indique à la fin. OK, oui. J'ai pris des libertés, j'ai inventé des buildings à des endroits qui n'existent pas, blablabla. Non, c'est une gentille attention. Merci. Bon. Il est 8h30. C'est l'heure il faut que j'arrête d'étirer dans la vie parce que j'ai d'autres choses. J'ai une game de Donjon Dragon qui commence bientôt. Fait qu'il va falloir que je dégage la table pour faire ça. Merci beaucoup, Martin. Grand Merci. plaisir. Merci à tout le monde. J'espère que ça répond à quelques questions ou angoisses ou autres. Donc, je connais personne personnellement. Je connais pas vos projets, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est celui que mon prof de cégep m'a donné à l'époque, le fameux Jean-Guy Marceau. Parce qu'à un moment, j'ai pas raconté ça, mais je lui avais soumis 2, 3 poèmes. Il avait lu ça avec attention, puis il m'avait juste dit « Continue d'écrire ». Donc, c'est ça que je vous dis, continuez d'écrire. Merci, merci beaucoup. Merci, Martin. Plaisir. Belle fin de soirée à tous. J'espère te recroiser Trois-Rivières, peut-être, Québec, qui sait. Oui, Québec, sans doute. Trois-Rivières, potentiellement pas. Mais si tu es là pour l'Outaouais, je serai là aussi. Ouais. Alors, pas cette année, l'Outaouais. Pas cette année. J'ai mon projet de cours d'écriture, d'atelier d'écriture. Il faut que je mette beaucoup d'énergie là-dedans. Yes. Bon, ben, écoute, merci pour l'invitation. Puis bonne chance à tous. Yes. Prochaine. Bye bye.